Travail Famille Wi-Fi, c'est un reportage 100% confiné. Alors cet article Travail Famille Wi-Fi, bienvenue dans la société sans contact. En fait, c'est un article que j'ai commencé à écrire avant la pandémie de Covid-19, c'est-à-dire début 2020. J'ai commencé à m'intéresser à la question de la dématérialisation des comptes bancaires, car j'étais alerté par pas mal d'articles, de blogs, mais aussi de personnes que je connais qui se sont vus interdire leur accès à leur compte en banque parce qu'ils ne possédaient pas de smartphone. Il faut savoir qu'à peu près 3/4 des Français possèdent un smartphone aujourd'hui, 95% des Français possèdent un téléphone mobile, et c'est 75%, 73% qui sont équipés en smartphone. Et donc j'ai commencé à accumuler les témoignages, on va dire, début janvier. Et donc, moi, ce que je pense, c'est qu'à terme, il y aura des banques de gens très connectés, tout à fait à l'aise avec les smartphones, et des banques qui vont en fait s'adresser aux gens, aux 13 millions de déconnectés, là, de gens qui sont ni à l'aise avec Internet, mais aussi qui n'ont pas envie d'être sur Internet tout le temps. Je prends l'exemple de Hugo qui témoigne dans l'article et qui, lui, c'est un choix. Il a 27 ans, il est jeune, il est plutôt capable de se servir d'un smartphone. Or, c'est un choix pour lui de refuser ce smartphone. Et c'est vrai que petit à petit, eh bien, l'éventail des possibles se rétrécit pour ceux qui refusent d'avoir un smartphone, d'être tout le temps connectés. Cet article-là, il propose de partir donc de ce qu'on a vécu pendant le confinement, c'est-à-dire ces 60 jours, eh bien, pendant lesquels la société sans contact a pris une ampleur considérable, puisque évidemment les professeurs se sont retrouvés du jour au lendemain sommés de téléenseigner avec des outils qui étaient, ils l'ont découvert, qui n'étaient pas du tout adaptés. Les médecins, malgré eux, ont dû se connecter pour faire des téléconsultations. Les loisirs, eh bien, c'est pareil, les gens se sont mis à jouer au Scrabble en ligne, à se divertir en ligne. Et c'est vrai que Internet a pris une ampleur considérable dans le quotidien des gens. Et c'est une dématérialisation, ou en tout cas une numérisation à marche forcée. Voilà, donc cet article, c'est sur 3 grands secteurs, on va dire, c'est sur la banque, l'éducation et la médecine. Dans cet article-là, j'évoque notamment les données de santé. Doctolib, qui est donc la plateforme préférée des Français pour prendre un rendez-vous chez son praticien. Eh bien, Doctolib, on a l'impression que c'est un service public ou alors une délégation de service public qui permet uniquement de façon technique juste de réserver un rendez-vous. Et en réalité, c'est pas du tout un service public, c'est une entreprise privée qui a fait florès grâce à l'aide publique, hein, à l'aide de l'État, notamment l'incubateur Agoranovox, qui est un incubateur de start-up. Donc, Doctolib était une petite entreprise il y a encore 5 ans. Et aujourd'hui, eh bien, c'est devenu une licorne. Licorne, ce sont les entreprises valorisées à plus de 1 milliard d'euros. Et donc, c'est une grosse machine. Les dirigeants de Doctolib ont fait une entrée remarquée dans le club restreint des plus grosses fortunes françaises. Et effectivement, le succès de Doctolib, là, pendant le confinement, a sauté aux yeux, puisque le nombre de consultations, de téléconsultations, a été multiplié par 100, ce qui est absolument gigantesque. Et ce qui pose beaucoup de questions, parce que les données de santé que les gens laissent sur Doctolib, eh bien, ne sont pas du tout contrôlables. Elles sont potentiellement revendables. Et ça va même plus loin, puisque le gouvernement a lancé ce qu'ils appellent un Health Data Hub. Donc c'est une espèce de grosse machine qui va englober toutes les données de santé. Donc les données de l'assurance maladie, les ordonnances, les statistiques de décès dans les hôpitaux.
C'est vraiment un gros paquet de tout ce qui concerne la santé et il se trouve que cette plateforme est hébergée sur le cloud de Microsoft. Le cloud, ça veut dire donc nuage, et c'est un espace virtuel, mais qui est bel et bien physique, hein. Ce sont des serveurs qui sont généralement positionnés dans les pays très très froids et qui ont besoin d'être toujours rafraîchis d'ailleurs, ce qui pose d'énormes problèmes environnementaux. Ça, c'est une question que j'aborde pas dans cet article, mais qui mériterait sérieusement d'être creusée, que le monde diplomatique a d'ailleurs déjà abordé dans des numéros précédents. Et donc voilà, le Microsoft, en vertu de lois américaines, va pouvoir accéder, va pouvoir en fait faire à peu près ce qu'il veut avec ces données, les transmettre aux services de sécurité, aux services de police. Et donc c'est vrai qu'il y a énormément de questions sur les données bancaires également. Tout un tas de startups vont pouvoir avoir le droit d'aller voir vos comptes et de vous proposer en temps réel des améliorations. La start-up pourra vous dire: ah, mais vous savez que vous avez le magasin bidule qui fait partie de notre chaîne où vous pouvez acheter, vous aurez même d'ailleurs des réductions. Ensuite, si par exemple vous prenez l'avion et que vous prévoyez un voyage, je ne sais pas, au Vietnam au hasard, et bien votre banque et votre assurance vous identifiera comme futur voyageur. Et donc, en vertu de ce constat, elle va venir vous proposer des assurances paramétriques. Donc, et tout ça en direct. Et c'est vrai que là, les données sont devenues une matière exploitable. Alors, avec votre accord, puisque c'est vous qui allez faire appel aux startups, il y a quand même déjà 1 million de Français qui ont accepté d'ouvrir leur compte en banque, hein. Et c'est vrai que c'est tout à fait inquiétant dans la mesure où ça va se durcir. C'est une vision un peu orwellienne, puisque tous les produits que les grandes sociétés américaines vendent et qui sont munis de microphones, je pense aux petites enceintes connectées, je pense aux montres connectées, je pense aux smartphones connectés, évidemment. Eh bien, ces systèmes vont permettre d'entendre les conversations et avec leurs algorithmes extrêmement sophistiqués, ils vont pouvoir comprendre si vous dites, par exemple, de façon assez banale dans une conversation, tiens, je dois encore 30 euros à Bidule. Google va tout de suite comprendre, il va donner l'alerte à la startup à laquelle vous avez autorisé l'accès à votre compte, et vous allez recevoir un texto quasiment instantanément pour dire: est-ce que vous voulez que je verse 30 euros à Bidule? Donc ça, c'est censé nous aider. C'est censé faire en sorte que les choses soient plus fluides, hein. Et c'est vrai que la simple évocation de ces cas d'école suffit à s'imaginer le futur de la finance autonome, qui est un monde où l'argent sera toujours en mouvement. D'ailleurs, à terme, il y aura probablement une disparition des comptes courants, puisque l'argent sera toujours en mouvement avec des placements, des optimisations, de l'assurance. Et effectivement, le confinement nous a plongé dans le monde du tout Internet. En août 2019, donc 6 mois, un petit peu moins de 6 mois plus tôt, j'avais déjà publié un autre reportage dans le monde diplomatique qui s'appelait «Peut-on encore vivre sans Internet?», où là, il était question de l'électronisme. L'électronisme, c'est l'ensemble des personnes qui se sentent mal à l'aise, voire qui ne peuvent pas communiquer par Internet, que ce soit dans leur vie privée ou dans leur vie professionnelle. Moi, c'est vrai que j'ai été assez saisi par l'ampleur des chiffres, puisqu'on parle quand même de 13 millions de personnes. Par exemple, Internet, j'ai pas grandi avec, puisque les mails sont arrivés, j'ai 40 ans, donc ils sont arrivés à peu près quand j'avais 20 ans. Mais pour tout un pan de la population, Internet n'est pas du tout intuitif, simple, facile d'accès. C'est plutôt la galère. Et les services publics sont de plus en plus dématérialisés, c'est-à-dire le gouvernement Édouard Philippe a fixé à 2022 la date butoir pour une dématérialisation totale, 100% de services publics en ligne. Alors, est-ce qu'il y aura des solutions alternatives? Pour l'instant, ça ne semble pas être le cas.
On pense notamment aux impôts, par exemple, les impôts sont obligatoirement par Internet, mais il y a encore un petit peu de tolérance pour ceux qui n'ont pas Internet et qui peuvent éventuellement venir apporter leur fiche d'impôt dans les centres dédiés. Mais dans les discours et dans les comportements de l'administration, on sent bien que ces dernières conciliations avant une obligation définitive de tout faire par Internet. C'est vrai que derrière tout ça, évidemment, il y a l'appétit des groupes qui ont quelque chose à nous vendre, hein, ça c'est évident. Il y a une volonté de maintenir toujours l'amazonisation du monde, quelque part. C'est vrai qu'on commande sur Amazon, on est livré le lendemain, on ne se rend pas compte, même si on voit bien parfois le livreur qui a l'air de travailler dans des conditions assez difficiles, cette société de logisticiens du dernier kilomètre, de tous ces livreurs qui vont venir apporter des objets ou des services à domicile, effectivement, ça va avec un certain repli. Et puis ça va surtout avec eh bien, une extension de la marchandisation du monde. Et ça, le monde diplomatique s'intéresse à cette question depuis très très longtemps. Il me semble avec le tout numérique, avec la dématérialisation à marche forcée, eh bien, on franchit encore un palier. Et c'est vrai que c'est une forme de totalitarisme qui nous est tombé dessus avec très grande charge pendant le Covid. Et ça préfigure, à notre sens, eh bien, de l'avenir et de ce contre quoi on doit se battre, c'est-à-dire l'emprise du marché sur nos vies, et puis cette façon d'obliger tout le monde à tout faire en ligne, quoi. En ligne, je trouve que ça aurait été un bon titre aussi, en ligne. On est tous en ligne, voilà.